tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Aujourd'hui, nous parlerons de l'effet de la société de consommation sur l'art, notamment dans une boutique tout à fait originale, c'est en Grande-Bretagne. Puis il était venu sur le plateau du Culture Mag juste avant son concert. Yossi Sassi, l'emblématique rocker israélien, nous a offert un live. Vous verrez ça dans un instant. On commence tout de suite avec la cérémonie des Ophir, sorte d'Oscar à l'israélienne. La 25e édition s'est tenue hier dans la ville d'Ashdod, un petit peu au sud de Tel Aviv. Le Culture Mag y était bien évidemment et c'est le film Le procès de Viviane Amselem de Ronit et Shlomi Elkabetz qui a remporté le prix du meilleur film. Zeev Reva et Dana Ivgi ont décroché les prix des meilleurs acteurs et actrices et le prix du meilleur scénario a été attribué sans surprise à Talia Lavi pour son film Zero Motivation. Sandy Fortis, vous êtes venue nous raconter tout ça. Bonjour, exactement. Alors avant de parler de la cérémonie en elle-même, il faut quand même ajouter quelques précisions sur ces Ophir Awards qui sont, comme vous l'avez dit, considérés comme les Oscars américains ou les Césars français. Alors, il y a quand même pas mal de différences. Tout d'abord, le jury des Ophir est composé des 900 membres de l'Académie qui ne sont toutefois pas tous partis du milieu du cinéma. Les films qui sont élus ne sont pas tous déjà diffusés en salle. Certains n'ont pas été encore vus par le public. Et enfin, l'Ophir du meilleur film désigne directement le film israélien qui sera justement nominé aux Oscars. Et c'est donc, comme vous l'avez dit, Get, le procès de Viviane Amselem, de Ronit et Shlomi Elkabetz. Donc Ronit et Shlomi Elkabetz qui vont être directement dans un avion direction Los Angeles, certainement au mois de février, s'ils sont retenus donc dans la sélection des nominés pour le meilleur film étranger. Exactement. Ronit Elkabetz a eu un événement plutôt rigolo en venant chercher son award. On va regarder ça tout de suite en images. Allons-y. Alors voilà, vous l'aurez compris, sa robe a craqué. Elle a peut-être tenté d'essayer de faire un événement, de créer l'événement comme Jennifer Lawrence l'avait fait pendant les Oscars. Elle a retrouvé le sourire à ce moment-là, Ronit Elkabetz, parce qu'elle avait l'air assez stressée pendant la cérémonie. Elle avait l'air stressée, même à la limite d'être décontenancée, parce qu'elle a quand même passé toute la cérémonie avec une mine assez triste, après s'être fait rafler le prix de la meilleure actrice par Dana Ivgi, qui, on le rappelle, a joué le rôle de sa fille dans un film il y a quelques années qui s'appelle Mon trésor de Keren Yedaya. Donc c'était déjà un premier coup dur pour Ronit Elkabetz. Et puis c'est ensuite Talia Lavi qui obtient le prix de la meilleure réalisatrice, prix qu'elle convoitait également, évidemment. Donc on le voit bien, la crispation sur le visage de Ronit Elkabetz qui a dû attendre un certain moment avant d'être enfin sacrée avec le le titre du meilleur film israélien. Alors il faut dire que l'édition de cette année était un peu comme un ring comme entre la vieille garde et la jeune génération. Ronit a remporté le plus gros prix, mais Talia Lavi et toute l'équipe du film Zero Motivation ont quand même remporté 6 prix en tout, et Dana Ivgi a remporté, en plus du rôle de la meilleure actrice, le prix de la meilleure actrice, a remporté également le prix du meilleur second rôle pour un autre film. Dana Ivgi qui est donc la fille du célèbre acteur Moshe Ivgi. On parle beaucoup de ces deux films, donc Le procès et Zero Motivation. C'est les deux grands gagnants de la cérémonie. Est-ce que ça va être un succès en salle? Alors déjà, le procès de Viviane Amselem connaît déjà un sacré succès en France, puisqu'il est également sorti en France. Et puis Zero Motivation a également connu un grand succès en Israël. Il est sorti juste avant la guerre de cet été. Et ça a été un vrai coup de fraîcheur pour les Israéliens qui ont pu se délecter des petits clichés et des petits mots d'humour sur l'armée. Merci beaucoup Sandy Fortis. Voilà donc pour les Ophir. On passe tout de suite à notre sujet du jour, la société de consommation qui est omniprésente, même dans l'art depuis de nombreuses années. Elle inspire peintres et sculpteurs. C'est le cas d'une artiste britannique qui a créé puis exposé cet été dans une petite épicerie dans une petite épicerie de quartier peu ordinaire en Grande-Bretagne. On regarde tout de suite votre sujet, Sandy Fortis. Décidément. Le supermarché devient tendance, l'art s'inspire souvent de la société et la société de consommation s'est transformée en muse. En mars dernier, Karl Lagerfeld transformait le Grand Palais en supermarché pour le défilé Chanel. L'artiste indien Sudhop Gupta, lui, s'amuse à créer des installations géantes avec de la vaisselle indienne en inox.
Une inspiration qui n'est pourtant pas récente, puisque déjà dans les années 60, alors que certains s'insurgeaient contre la consommation, Andy Warhol peignait en couleurs vives des boîtes de conserve de la marque Campbell et le sculpteur suédois Claes Oldenburg reproduisait des pommes de terre au four, des hamburgers ou des clubs sandwich. Aujourd'hui, c'est une épicerie de quartier qui a inspiré cet artiste britannique. Lucy Sparrow a créé The Corner Shop, une boutique dont tous les produits ont entièrement été cousus à la main. C'est un commentaire sur le fait qu'on ne passe plus autant de temps avec nos voisins aujourd'hui. On n'a plus ces petites boutiques du coin où l'on se retrouvait avant. Les supermarchés ont pris la place des petits commerces et donc je voulais souligner la beauté de l'épicerie de quartier, la réponse d'un quartier à ce type de commerce. Un projet qui lui tient particulièrement à cœur, Lucy Sparrow a passé 8 mois à confectionner tous ses produits en tissu et en feutre pour faire passer son message. Cette installation peu ordinaire a donc nécessité beaucoup de temps, mais aussi de l'argent, plus de 13 000 €, financés en partie par le Conseil des Arts d'Angleterre, mais surtout grâce aux internautes via le site de financement participatif Kickstarter. Eh bien, nous avions donné de l'argent sur Kickstarter. Nous faisons partie des personnes qui ont financé le projet. Donc on voulait venir voir ce que ça donnait maintenant que tout est fini. Je pense qu'on va acheter quelque chose tous les deux, mais on ne sait pas quoi encore, parce qu'on veut tout acheter. Pendant tout le mois d'août, sa petite épicerie du coin était ouverte au public. Les 4000 objets mis en vente coûtaient entre 6 et 190 €. Et en attendant de rejoindre New York l'été prochain pour installer un nouveau corner shop, Lucy Sparrow partage son savoir lors de petits ateliers couture british. À suivre, le célèbre rocker israélien Yossi Sassi, interviewé dans le Culture Mag juste avant son concert. Mais tout de suite, ce sont nos highlights. Pour ceux qui auraient manqué la grande exposition du Grand Palais sur Edward Hopper, rassurez-vous, vous allez presque pouvoir y retourner. Le célèbre peintre et graveur américain est connu pour son style réaliste et ses images figées, des scènes qui justement prennent vie avec le film Shirley, un voyage dans la peinture d'Edward Hopper. À travers son personnage principal, Shirley, le réalisateur autrichien Gustav Deutsch rend hommage à 13 œuvres de l'artiste, tout en restituant les contextes sociaux, politiques et culturels des États-Unis des années 1930 à 1960. Son personnage féminin, représenté dans la plupart de ses œuvres, est en réalité inspiré de Joséphine, épouse et muse de l'artiste, car si la femme est souvent représentée dans les peintures d'Hopper, les détails, la lumière, les paysages, mais surtout l'atmosphère mélancolique de ses peintures définissent parfaitement son travail. Il avait d'ailleurs déjà inspiré les plus grands cinéastes comme Hitchcock, Lynch ou Malick, mais pour l'heure, cette fiction presque animée d'1h30 vous emmènera au cœur des peintures d'Edward Hopper, tous les jours au cinéma. Et on finit cette émission avec une interview qu'a accordée Yossi Sassi à Valérie Abécassis quelques heures avant son concert. Yossi Sassi, connu notamment pour avoir cofondé le groupe Orphaned Land. On regarde tout de suite. De la musique maintenant avec sur le plateau du Culture Mag, Yossi Sassi, c'est un artiste qui a une guitare très spéciale, le bouzouki. Tara, c'est un mix guitare et bouzouki. Yossi Sassi a fondé le célèbre groupe israélien de hard rock oriental, Orphaned Land. C'est un groupe qui a tourné dans le monde entier. Yossi Sassi a quitté ce groupe et désormais il mène sa carrière solo. Bonjour Yossi Sassi, merci beaucoup d'être sur le plateau du Culture Mag. Alors avant, vous faisiez avec Orphaned Land, votre ex-groupe, de l'oriental rock. Et maintenant, vous avez pris allez, on va dire un autre chemin musical. Oui. I've been founding member of Orphaned Land since 91. Oui, je suis l'un des membres fondateurs du groupe Orphaned Land créé en 1991. Récemment, j'ai voulu me tourner vers une nouvelle musique plus diverse que l'oriental rock. C'est un mélange entre les racines turques, égyptiennes et grecques et la musique contemporaine comme le rock et le blues. With contemporary music, rock and roll, blues.
On sent enfin dans cet album que vous venez de sortir, qui s'appelle Desert Butterfly, on sent une envie de easy rock listening, quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sensuel. C'était votre façon de vous démarquer par rapport à votre ancien groupe? Oui, c'est vrai. Desert Butterflies is a different style. Desert Butterflies est d'un style différent. Il y a des tonalités plus douces, plus mélodiques et plus riches. Son autre particularité est qu'il a été enregistré dans 4 pays de 3 continents différents. Au Japon, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, avec de grands musiciens comme Ron Thal, le guitariste de Guns N' Roses, et d'autres. Such as Ron Thal, guitarist of Guns N' Roses, etc. Ça, c'est du métal. On va revenir un petit peu à Orphanland, si vous voulez bien. Donc, c'est un groupe qui faisait du métal oriental, qui a tourné énormément, qui a eu énormément de succès dans les pays arabes et aussi en France. En 2011, il me semble, vous avez joué à Clisson. On va voir les images dans quelques instants. Et vous avez fait monter sur scène une danseuse du ventre libanaise. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce concert ? La danseuse libanaise est venue sur scène avec nous pour faire honneur à son pays. Et depuis, elle n'a pas été autorisée à retourner au Liban. Et aujourd'hui, elle habite en Paris. Aujourd'hui, elle est en exil à Paris, mais elle est très contente d'avoir fait ce qu'elle a fait parce que c'est une artiste comme moi. Et après ce concert, notre histoire a continué. Nous avons fait une tournée ensemble en Europe l'année dernière et c'était vraiment génial. Ça doit vous briser le cœur finalement de voir qu'à chaque fois qu'il y a une initiative, surtout que vous êtes très connu, notamment je vous dis en Turquie, dans les pays arabes, ça doit vous briser le cœur de voir que finalement la bêtise humaine coupe les élans musicaux, les élans artistiques. Vous savez, la musique est un langage universel. Quand il s'agit de musique, on parle tous la même langue. Les gens vous voient en tant que musicien, pas en tant que citoyen de telle ou telle région. Je travaille avec des personnes qui viennent de Turquie, du Koweït, des Émirats arabes unis, etc. Je suis quotidiennement en contact avec eux. Le pouvoir de la musique est plus fort que tout pour unir les peuples. Mais quelles sont les limites pour un artiste israélien ? Je pense que la seule limite en musique est que je ne peux pas produire dans la plupart des pays arabes où j'ai de nombreux fans. Et ça vous fait quoi? Ça vous brise pas le cœur? Ça vous énerve pas? C'est juste à cause de mon passeport. Je ne peux pas aller en Arabie Saoudite, à Dubaï. Donc quand je vais jouer en Turquie, ce sont eux qui se déplacent pour me voir à Istanbul, à Ankara. Istanbul, Ankara. Alors on va parler un petit peu de votre nouvel album, votre deuxième album solo. Donc vous avez quitté Orphanland. Je ne sais pas si c'est pour être... Bon, voilà, c'est une envie de carrière solo, on va dire. Vous nous direz peut-être pourquoi après. Mais on va revenir sur votre album solo, deuxième album, Desert Butterfly, dans lequel vous avez cet instrument incroyable, le bouzouki Tara. Alors c'est quoi? C'est un bouzouki et une guitare? Oui. C'est un bouzouki combiné avec... Prenez-le, n'ayez pas peur, il est à vous, vous pouvez le prendre. Vous voulez écouter un morceau? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Donc c'est un mix de bouzouki et de guitare. Et on sent une envie chez vous de revenir vraiment à la guitare classique. It's the East and the Occident. C'est l'Orient et l'Occident, l'électrique et l'acoustique dans un seul instrument. C'est l'incarnation de mon voyage musical en un instrument. En fait, c'est comme moi, dans un instrument de musique. Donc on sent bien vos influences orientales et vous avez des maîtres aussi, je dis n'importe quoi, Martin Knopfler, Neil Young, Eric Clapton, parce que dans votre album il y a vraiment un son de guitare vraiment maîtrisé, quoi, très maîtrisé. I would love to. I play already with Steve Vai and Marty Friedman. J'ai déjà joué avec Steve Vai, Marty Friedman, Ron Thal, de nombreux grands guitaristes que j'adore. J'aimerais aussi beaucoup jouer avec Mark Knopfler ou David Gilmour des Pink Floyd, un jour peut-être. Someday. Les Pink Floyd ne sont pas très fans. Enfin bon, d'accord, on ne va pas parler politique. Vous allez nous jouer quoi? I will play for you the chanson Cocoon. Je vais vous jouer ma chanson Cocoon de mon nouvel album Desert Butterflies. Cocoon, Desert Butterflies. You've come this far just to be a shell. It's only a coil, a
place where you dwell. Why won't you wake up, see and smell? You're breaking that heart, yes, it's true. You're fighting the things I once knew. You're letting your dream to sleep through. Even the sands can't hide. You're almost there once tried. After you've tried and tried.